retour sur le plateau de la Tranche Info. Place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous allons parler du cas de l'école panafricaine ici en Guadeloupe qui tente d'ouvrir, mais qui se voit effectivement opposer un certain nombre de refus, notamment de la part de la préfecture qui lui refuse ses agréments. Une audience est prévue pour le 12 janvier prochain. Et sur ce plateau, nous avons Marie-Josée Tyrolien-Pharaon, présidente de cette école panafricaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va reprendre la genèse de cette histoire pour les téléspectateurs. Donc, déjà, de quand date ce projet d'école panafricaine ici en Guadeloupe et pourquoi ? D'accord, très bien. Donc, avec l'association Racine, dont je suis aussi la présidente, il y a quelques années, nous avons commencé à travailler avec les enfants dans des ateliers sur l'histoire et sur notre culture. Et ces ateliers ont suscité un grand intérêt chez les enfants et aussi chez les parents. Et les enfants étaient tellement passionnés qu'ils nous ont dit « Oui, si c'était ça à l'école, franchement, on aurait appris beaucoup plus vite parce que vraiment, on parle de choses qui nous intéressent. Des choses du pays, des rivières. Des références plus locales qui parlent locales et de leur histoire à eux. Ils se reconnaissaient, ils se retrouvaient dans cette histoire. L'idée a germé progressivement d'ouvrir une école pour ces enfants, une école qui leur ressemble, à leur demande, parce qu'ils étaient très enthousiastes. Et du coup, on a créé l'association École panafricaine pour pouvoir mettre en place cette école panafricaine qui pourrait donc permettre à ces enfants d'apprendre, bien sûr, le programme demandé par l'Éducation nationale. Donc, vous n'avez pas écarté le programme de l'Éducation nationale ? Il n'est pas écartable. Il est imposé à toutes les écoles qui s'ouvrent. Donc, il y a le socle de base, qu'on appelle un peu le socle. Voilà, c'est ça. Mais par contre, quand on est une école privée hors contrat, on a le choix des outils pédagogiques qu'on utilise. On peut aussi introduire de nouvelles matières. Et nous avions choisi donc d'avoir des outils pédagogiques adaptés à l'école et aux enfants qui sont en Guadeloupe, en tous les cas, donc leur milieu naturel, leur histoire. Et donc, cette école devait donc ouvrir avec des matières en plus, comme l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, chose qui intéresse beaucoup nos enfants. Donc, histoire de l'Afrique, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matière un peu innovante ? L'agriculture. On voulait apprendre aux enfants comment planter, comment ça se fait, et puis apprendre à connaître aussi les plantes et légumes et fruits de leur pays. Comment les cuisiner aussi. Donc des savoirs très pratiques, quoi. Ah oui, des savoirs pratiques, c'est ce qui manque beaucoup actuellement, quoi. Nos savoirs sont très intellectuels. Savoirs pratiques et aussi apprendre à s'aimer. Donc l'agriculture. Donc on parle d'histoire de l'Afrique, d'agriculture et d'apprendre à s'aimer. Tout à fait. Donc ça va pas trop dans le sens de l'Éducation nationale à partir de ce moment-là. Apparemment en tous les cas, puisque nous, a priori pour nous c'est logique d'introduire ces matières qui nous semblaient manquer pour que les enfants s'estiment eux-mêmes, apprennent à avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Et surtout, l'expérience que nous avions menée auparavant montrait que les savoirs étaient beaucoup plus assimilés quand les enfants ont des supports qu'ils ont l'habitude de côtoyer au quotidien. Donc, le projet est déposé, le projet pédagogique est fait, et on a déposé donc le dossier au rectorat. C'est le passage obligé. On leur dépose le dossier et des exemplaires pour la préfecture, la mairie, parce que chacun a son rôle. Le rectorat jette un œil sur le projet pédagogique. La mairie regarde un petit peu au niveau sécuritaire si les bâtiments où nous allons ouvrir l'école sont en règle. Et le préfet, lui, doit regarder s'il y a matière à trouble à l'ordre public, puisqu'il est chargé dans les départements de s'occuper de tout ce qui est ordre public. D'accord. Voilà. Donc, cette étape est franchie et le dossier est déposé au rectorat qui nous dit, bon, le dossier est complet, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir ouvrir en septembre 2021. Et donc nous, on continue sur notre lancée, on avait déjà bien enclenché, il y avait des inscriptions qui allaient bon train. Et coup de théâtre, en août, début août, le 2 août exactement, on reçoit un courrier du préfet qui s'oppose à l'ouverture de l'école. Alors là, on est... C'est vrai qu'on s'est retrouvé un petit peu stupéfait, choqué. On s'attendait à voir notre école panafricaine sortir de terre. Oui. Et nous finalement... Et finalement, donc en fait, nous, ce qui était vraiment très embêtant, parce qu'on avait déjà les locaux, on avait déjà vu
en juin, on me dit c'est OK. Donc nous, les locaux sont prêts, on commence déjà, les enseignants sont retenus, enfin tout est mis en place. Et le 2 août, on reçoit ce refus du préfet. Et les motifs, en fait, sa lettre est quand même motivée. Donc il nous parle de projets pédagogiques succincts, alors que bon, c'est pas de son ressort déjà. C'est le rectorat qui jette un œil sur le projet pédagogique. Et qui vous l'a validé. Voilà. Donc quand on entend projet pédagogique succinct, c'est pas assez détaillé. Pas assez fourni, pas assez précis. Il n'en a pas dit plus. Il y avait quand même une dizaine de pages dans notre projet pédagogique. Donc, on s'est dit, soit il n'a pas reçu, soit il n'a pas lu. Mais 10 pages, ça ne me semble pas vraiment. Le mot succinct ne convenait pas. Peut-être qu'il voulait toute la teneur des cours. Il n'avait qu'à demander. Et on lui aurait donné. Donc, projet pédagogique succinct. Succinct. Donc, premier motif. Premier motif. Quels sont les autres motifs? Alors, autre motif. Alors, j'ai le courrier. Alors, il dit que nos prises de position publiques à caractère séparatiste, qui prônent le repli communautaire, ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République. Donc, grosso modo, l'école panafricaine prônerait le séparatisme. Le séparatisme, donc une forme de communautarisme. Tout à fait, et le mot est utilisé aussi. Alors, prise de position publique, nous, on a beaucoup communiqué sur l'école panafricaine. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Votre lien avec l'association Racine, le fait que vous renouiez un peu avec l'histoire de l'Afrique. Oui, je pense que c'est gênant. Alors, plus précisément, des propos, j'aurais dit, et je confirme, je l'ai dit, que les enfants rentrent noirs à l'école et ils en sortent blancs. Ça, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a un lavage de cerveau qui n'est pas de nature à leur permettre d'être eux-mêmes. Donc, en fait, peut-être que c'est ça qu'on a jugé repli communautaire. Moi, j'estime que le fait que ce soit un constat ne joue pas en votre faveur? Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une incitation au repli communautaire. Bon, après, le jugement est justement là pour dire si ce constat est de nature à troubler l'ordre public. Alors, question, est-ce que c'est défini, enfin, que l'école panafricaine a une vocation à éduquer des petits racistes? En fait, lorsque l'on vous dit ça, c'est concrètement que vous allez éduquer des petits racistes. C'est cette impression qu'on avait, d'autant plus qu'il rajoute que la dénomination panafricaine de l'école est justement montre notre volonté de séparation. Alors, panafricaine, franchement, pan qui veut dire tout, Afrique. Nous, on estime que dans notre pays où on a quand même une forte population d'ascendance africaine... Est-ce qu'on doit se justifier d'être descendant d'Africains? On n'a pas à se justifier. Et au contraire, on doit justement apprendre un petit peu d'où on vient, comment est-ce qu'on est arrivé aux Antilles, parce qu'en général, parce que de manière logique, il y a un parcours qui a été suivi et il faut quand même qu'on sache d'où on vient, où est-ce qu'on va, et ce qui nous permet donc de mieux comprendre dans quel environnement nous sommes. Donc c'est un peu dans ce principe que nous sommes. Mais apparemment, ça n'a pas plu. Et il a été interrogé sur son refus d'ouverture de l'école panafricaine. Et il a insisté en disant que panafricain, ça montre un refus vraiment d'être dans la République. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a un mois, M. Macron était au Maroc et il disait que le panafricanisme, la langue de panafricanisme, c'est le français. La langue du panafricanisme, c'est le français. Voilà, donc, il l'a dit. Là, on va pouvoir, jeudi, donc le 12, savoir un petit peu où est-ce qu'on est, quoi. Qu'est-ce qui choque avec panafricanisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important que tout le monde soit là. Que le panafricanisme, c'est quand même un peu une tendance séparatiste, quand même. Ah, tout à fait. Non, c'est pas. C'est écrit noir sur blanc. Distinction entre les races et les cultures susceptibles de générer un risque réel de trouble à l'ordre public. Ça, ce sont les propos du préfet. Reçu le 2 août 2021. D'accord. Mais raconter aux enfants une histoire qui est européano-centrée, c'est pas gênant. Ça, ce n'est pas gênant, finalement. Non. D'accord. Et leur faire comprendre que leurs ancêtres sont des Gaulois, alors que ce n'est pas le cas, ça, c'est pas gênant non plus. Il faudrait qu'on pose la question encore jeudi. Nous, on pense que notre propos ou alors notre projet a été très très mal compris, très mal accepté. Et il y a quand même une réalité. Il y a quand même une réalité ici en Guadeloupe. C'est pas pour dire que
ne serait-ce que l'africanité a pu sortir du bois comme ça. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués. L'association Racine, justement, a pris les devants à un certain moment pour rétablir un peu ce lien entre la Guadeloupe et l'Afrique, ce qui n'était pas chose évidente, ne serait-ce que sur les afro-descendants. Donc ça ne découle pas de nulle part. Et c'est là que j'avoue qu'on a un peu du mal à comprendre leur perception, en fait, finalement, de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Mais je pense que c'est lié vraiment à une méconnaissance de notre histoire. Parce que à partir du moment où on connaît un peu l'histoire du peuplement de la Guadeloupe, l'histoire du cheminement, de la déportation, tout naturellement, l'école panafricaine a sa place. Et au contraire, on devrait même la publiciter. Parce qu'on se rend compte actuellement qu'en Guadeloupe, délinquance, chômage, illettrisme, décrochage scolaire ont des taux extrêmement élevés. Et nous, on se demande, est-ce que c'est pas parce que justement les enseignements sont un peu déconnectés de la réalité que les enfants se désintéressent totalement de cet enseignement? Parce qu'effectivement, ce que vous traversez, ça me fait un peu écho à finalement l'histoire de Papa Yaya, qui essayait d'expliquer à l'éducation nationale que pour qu'un enfant assimile une nouvelle langue, il fallait passer par sa langue maternelle. Donc il fallait commencer par le créole pour pouvoir apprendre le français. L'éducation nationale et un peu tout le monde, le monde de l'éducation l'a un peu fait passer pour fou et sa méthode pour complètement folle, alors que les résultats étaient effectifs. Et que dans n'importe quel pays où pour apprendre et assimiler n'importe quelle langue, il faut toujours passer par sa langue maternelle. Mais ici, par contre, en Guadeloupe, on a un déni. On a un déni donc de tout ce qui est culturel, de tout ce qui est patrimonial, pour prendre une tangente et se dire qu'on apprend l'histoire des autres à leur façon. Avant la nôtre. Et j'en veux pour preuve que les Bretons, ils ont des écoles où ils apprennent leur langue, le breton, avant le français, et qu'ils passent leur bac en breton. Pourtant, la Bretagne, c'est quand même un département français sur l'Hexagone. Exactement, et sur donc, le sol. Et ils sont subventionnés par les conseils régionaux. Donc, c'est vraiment généraux. Donc, on doit vraiment se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que, quand on veut travailler pour nos enfants, pour leur permettre justement d'être épanouis, de s'aimer, d'avoir une belle estime d'eux-mêmes et progresser rapidement, puisque ça va 10 fois plus vite quand on est dans sa langue maternelle et qu'on apprend. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix stopper ça? C'est autant de questions, je pense que autant de questions que le tribunal aura sur lesquelles... C'est fou qu'on ait... C'est quand même fou qu'on ait à se reposer les mêmes questions qui a déjà une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, et qu'à chaque fois, effectivement, qu'il y ait une avancée à ce niveau-là, on nous oppose des fins de non-recevoir pour des problèmes de compréhension. Là, on va commencer un peu à penser... Il y a 10 ans, les députés martiniquais et guadeloupéens ont encore redemandé à l'État la possibilité d'enseigner l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la Caraïbe en tous les cas, dans les écoles. On leur a opposé une fin de non-recevoir. Donc je veux dire, c'est récurrent, mais il va bien falloir qu'un jour on y arrive, parce que c'est un chemin obligé. Et c'est la logique même qui parle, quoi. La preuve, chaque fois c'est balayé d'un revers de main, mais le temps fait que ces questions reviennent et reviendront. Et là, je veux dire, ce qui est bien de savoir, c'est que donc on a eu un refus du préfet, mais c'est nous qui avons attaqué. C'est-à-dire que c'est nous qui avons demandé au tribunal administratif de statuer sur ce cas. Donc c'est pas nous qui sommes attaqués, je veux dire. C'est nous qui attaquons pour demander au tribunal de dire le droit. On a quand même attaqué votre projet avant, puisqu'on rappelle aux téléspectateurs, on a eu un refus. Parce qu'il a été validé dans un premier temps. C'est-à-dire que non, le rectorat a accusé une réception de la complétude du dossier. Il a dit, bon, le dossier est complet, toutes les cases sont remplies, donc vous pourrez ouvrir à partir du 8 septembre 2021 si vous n'avez pas d'opposition d'autre part, puisque c'est vrai que le dossier est déposé au rectorat, la mairie doit dire si le bâtiment est conforme, le préfet doit dire si... Est-ce qu'on avait des problèmes de conformité au niveau du bâtiment? On n'a pas eu de réponse. Et quand il n'y a pas de réponse, en général, c'est supposé sans problème. Qui ne dit mot consent. Sauf que le préfet, lui... un mois après, il nous écrit que la sécurité des personnes du bâtiment n'est pas aux normes. Le bâtiment n'est pas... Non, il dit que ce qu'on lui a transmis n'est pas suffisant pour déterminer s'il y a la sécurité. C'est pas de son ressort non plus. C'est à la mairie de se déplacer avec la sécurité, avec les pompiers, pour voir si le bâtiment est aux normes. Donc, en fait, beaucoup de prétextes dans son courrier
qui ne sont pas de son ressort pour nous dire que finalement, lui, il pense que cette école va créer un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire apprendre aux enfants leur histoire, leur permettre d'évoluer normalement, d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes, ça va troubler l'ordre public. Alors que, de notre point de vue, au contraire, on aura des enfants sains, équilibrés, qui vont regarder leur histoire en face et pas avec violence ni avec rancœur. On aura des enfants déterminés qui pourront normalement participer à la construction de leur pays, comme cela se fait partout. Est-ce que vous avez pu déjà échanger avec le préfet? Nous n'avons pas échangé avec lui. Mais vraiment face à face? Pas du tout. Mais quand il a été interrogé par RCI, il a dit qu'il avait demandé à nous rencontrer et qu'on avait refusé, ce qui est tout à fait faux. Je suis désolée. Il n'a pas demandé à nous rencontrer. Au contraire, dans notre courrier qu'on lui a adressé, justement, on lui a demandé que qu'on était à sa disposition, en tous les cas, s'il voulait nous rencontrer, chose qu'il n'a pas désiré faire. Après, il a ses raisons, mais nous étions tout à fait disposés à échanger avec lui pour lui expliquer un petit peu le pourquoi, le comment et le fond même du dossier. Mais on n'a pas eu cette occasion. Donc, fin de non-recevoir, sans même avoir des explications finalement préalables. Un petit débat contradictoire éventuellement, vous mettre au pied du mur, vous poser des questions claires et précises. Donc, pas d'échange. On n'a pas eu d'échange. Par contre, on a un site qui est fourni. Je pense qu'il a pu y aller pour avoir... Non, mais à la limite, si le dossier même n'a pas suffi, bon, on peut se dire que le site internet ne suffit pas, mais avoir un échange avec les fondateurs justement de cette école pour en avoir la substance, ça paraît... Oui, le bœuf à bain, enfin, oui. Il me semble. Bon, on n'a pas eu cet échange. Nous n'avons pas eu cet échange. D'accord. On espère pouvoir la revoir jeudi. Oui, mais bon, on est à une ouverture qui était prévue en 2021 et on est en 2023. On est en 2023. On attend 18 mois. On a attendu 18 mois d'avoir le procès. Et entre-temps, effectivement, on a eu quand même 2-3 intimidations parce qu'on a reçu quand même... J'ai été convoquée à la police judiciaire. Oui, on s'en rappelle. Pour justifier, pour escroquerie. Donc vous êtes convoqué pour la création d'une école. C'est quand même... Non, c'est... Bon. C'est vrai que le motif même, bon. Le motif m'a laissé pantoise, mais bon, après je suis allée et il n'y avait rien dans le dossier, fort heureusement, puisque je ne voyais pas ce qu'il pouvait y avoir, puisque... Donc, grosso modo, vous êtes coupable de vouloir créer une école panafricaine, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, créer une école panafricaine en Guadeloupe, alors que tout le monde a droit de citer, toutes les écoles de toute dénomination. On le sait très bien. C'est ce qui est incroyable. Mais incroyable. Une école panafricaine, c'est pas possible. Risque réel de trouble à l'ordre public. Donc, qu'il y ait des écoles religieuses, ça ne dérange pas. Des écoles avec des cultes particuliers, on sait qu'il peut y avoir des écoles juives, des écoles musulmanes, enfin, il y a tout type d'écoles dans ce pays. Mais par contre, une fois que ça vient toucher à l'Afrique, là, non, par contre, c'est plus une école, c'est peut-être une succursale du terrorisme ou des choses comme ça. Une branche éducative d'Al-Qaïda, des choses comme ça. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. C'est limite du manque de respect. Hein, parce que, bon, il y a beaucoup de préjugés derrière tout ça. C'est quand même énorme. Passons. Mais c'est vrai que le mot préjugé, je pense que c'est celui qui convient. Je pense que avant même d'avoir regardé le dossier, d'avoir étudié le projet pédagogique, il y a eu des préjugés parce que ça s'appelle panafricaine, en fait, uniquement pour ça. Et donc c'est un peu dommage. C'est le terme qui a été reconnu, enfin qui a été retenu. C'est le côté panafricain. Il fallait peut-être appeler ça école créole. Là, je pense que... Mais créole, bon, le terme n'est pas très... C'est pas le terme que nous voulions mettre en avant. On imagine. Le contenu est plus panafricain, ça s'adresse à tous les enfants qui vivent dans des lieux comme les nôtres, où la majorité est d'ascendance africaine, avec des supports qui leur sont adaptés. C'est une école panafricaine. Mais bon... D'accord. On verra bien jeudi. Donc, vous aviez été convoqué à la police pour escroquerie. Et tentative d'escroquerie. Donc, cette école est une escroquerie, entre guillemets. Après la succursale terroriste, c'est aussi donc une escroquerie. Bon, fort heureusement, aucun argument, rien n'a été retenu. Qui a porté plainte pour escroquerie? Qui s'est fait escroquer, en fait? Personne ne nous a porté plainte. C'est le procureur qui a demandé
de me convoquer pour cela. Sur quelle base, sur quels éléments? Ben, il n'y avait rien. Enfin, je n'ai pas vu d'argument dans le dossier. Donc, bon. Mais bon, peut-être. J'ai été convoquée en tous les cas. D'accord, Ouais. d'accord. Bon. Hormis ça, par contre, vous nous disiez en début d'émission que des parents demandaient. Donc, par contre, vous avez une demande. Jusqu'à présent, on continue à avoir des demandes de parents qui demandent quand est-ce qu'elle va ouvrir, qu'ils ont des enfants, ils voudraient les mettre dans une école où ils peuvent choisir un petit peu comment l'enseignement sera dispensé, sur quelle base l'enseignement sera dispensé. Et ça continue. On continue d'avoir des demandes. On imagine que ce n'est pas gratuit, puisque c'est une école privée. Donc tout le monde est conscient, les parents sont conscients qu'il y a un tarif effectivement à régler tous les mois. Fait que tous les mois, ils devront participer donc au financement des enseignants, de la cantine, du personnel. Oui, c'est une école où les parents devront financer. Et donc, ils sont OK avec. Oui. Donc tout est transparent à ce niveau-là. Oui, dès le départ. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de petits cadeaux cachés sous le tapis. C'est quand même, je le dis, puisque je regardais un petit peu dans les commentaires tout à l'heure, on soulevait la problématique du chlordécone, par exemple, et je disais aux téléspectateurs que s'ils ne prennent pas à bras le corps certaines problématiques, ce ne sera pas effectivement les autorités ou les pouvoirs publics qui le feront à leur place. Eh bien, un autre exemple, hormis celui du chlordécone, eh bien, vous avez cette école panafricaine qui visiblement rencontre beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour ouvrir et fonctionner, alors que le projet est ficelé, tout est établi, et vous êtes prêts à ouvrir. Ah ben oui, puisqu'on a eu quand même on a eu un rap de 18 mois pour se préparer, donc je pense qu'on est encore plus prêt qu'il y a 18 mois. Et vous êtes prêts pour le 12 janvier prochain? Ben oui, les avocats sont prêts, et nous aussi, on sera là. Et on demande à la population qui a ce projet à cœur, qui a envie de nous soutenir, d'être là aussi. C'est au tribunal de Basse-Terre. Donc, il n'y a aucun problème. Plus on est nombreux, plus on va pouvoir manifester notre détermination, notre volonté de vouloir pouvoir choisir, en fait, l'enseignement qu'on peut donner à nos enfants. Parce qu'on a le choix sur certains sujets. Pourquoi ne pas avoir une panoplie encore plus grande, surtout quand il s'agit de nos enfants, des êtres que nous chérissons, et pourquoi ne pas pouvoir leur proposer un enseignement adapté à leur environnement, à leur histoire, à leur culture, toujours ouvert, quoi, en tous les cas. C'est l'esprit d'ouverture. Il y aura des cours qui vont parler justement de la représentation. Bien sûr. Le contenu même, les matériaux utilisés. Oui, non, tout à fait. C'est vraiment... En fait, on a travaillé vraiment beaucoup sur ce que nous sommes, sur le parcours que nous avons suivi, pour que les enfants puissent être tout à fait à l'aise avec les outils qu'ils auront à manipuler. Ce sont des fruits, des légumes de la Guadeloupe, notre histoire, savoir d'où on vient, quel est le parcours, faire de l'histoire comparée aussi. Qu'est-ce qui se passait en Caraïbes quand il y avait telle chose en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose de pensé, de réfléchi, pour qu'à la fin du cursus, les enfants puissent être debout, équilibrés. Alors, on parle de cursus, justement. J'aimerais bien qu'on explique aux téléspectateurs, puisque ils ont le modèle, on va dire, le modèle de base, de celui de l'éducation nationale. Donc, on sait que la maternelle, c'est de tel âge à tel âge, enfin de 3 à 6 ans. Après, on sait qu'il y a l'école primaire de 6 ans à 10 ans, le collège de 10 ans à 15 ans, je crois. Après 15 ans, 17 ans, on a le bac. 18, ouais. C'est bien 18, donc c'est bien établi. Est-ce que c'est un programme complet pour les tout petits jusqu'à l'adolescence, ou bien il y a un créneau précis et après il faut intégrer l'éducation nationale? Comment ça se passe en fait? Comment ça se goupille un parcours complet? Alors, un parcours complet pour l'instant, comme nous l'avons pensé, on s'était donc de 4 à 11 ans dans un premier temps, puisqu'il faut démarrer progressivement. La différence, c'est qu'en fait, les enfants ne sont pas en classe d'âge, en fait. Ils sont en classe de compétences. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui peut être très bon en lecture et moins bon en mathématiques. Donc, dans ce groupe de lecture, il peut être avec des plus grands parce que lui, il a déjà dépassé certains stades. Dans le groupe de mathématiques, par exemple, il sera peut-être avec des un peu plus jeunes parce que lui, au niveau mathématique, il prend son temps. Mais en fait, c'est un groupe où chacun peut s'exprimer, personne n'attend personne, tout le monde est à sa place en tous les cas pour pouvoir progresser. Et puis il y a des ateliers en commun, bien sûr, agriculture, c'est une manière de savoir pratiquement comment on plante, être en accord avec la nature.
l'écologie, prendre soin de la nature qui nous entoure. C'est vraiment un cursus qui est complet et qui est intégré en tous les cas dans notre environnement. Donc vous n'essayez pas d'uniformiser les enfants déjà? Non. Là, on essaie de leur permettre de réfléchir par eux-mêmes, donc d'avoir un esprit critique, de se poser des questions, de ne pas avaler, de ne pas gober tout ce qu'on leur dit. Réflexion, analyse et surtout apprendre à travailler avec ses compatriotes, les siens, enfin autour de soi. On peut progresser ensemble. On n'est pas toujours dans la compétition. On est vraiment dans le vivre ensemble. Et la co-construction, vraiment. Voilà. Et donc, on imagine que le segment, puisque ça commence à 4 ans, donc c'est quand les petits sont éponges. Donc, vous pensez qu'il faut mieux acquérir les bases tout de suite. Après, on peut les envoyer dans le grand bain. Tout à fait. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de commencer comme ça et progressivement de rajouter la section des plus grands, donc après 11 ans. Mais dans un premier temps, se concentrer déjà sur cette classe d'âge qui est une des plus importantes parce que c'est là que se fait vraiment la construction de l'enfant. C'est sa manière de réagir. Et donc, si on lui apprend des bases où il peut fonctionner sans animosité, sans heurts et en toute collégialité, c'est là que ça s'apprend. Et sinon, pour les parents qui se posent des questions, puisque tout le cursus n'est pas encore bien établi, et puis on vous met des bâtons aussi, il faut le dire, donc ils auront quand même le socle de compétences nécessaires pour l'éducation nationale. Obligatoire, on va dire. Et ils pourront donc intégrer après... En fait, et faut se méfier, l'enfant, il peut apprendre beaucoup plus que ce qu'on lui demande actuellement dans le cycle tout à fait normal, parce que quand ça l'intéresse, il n'a pas de limite, quoi. Et quand c'est de manière intéressante, l'enfant, il explose, quoi. C'est vraiment une question de pédagogie, il faut arriver à l'entendre, c'est vraiment une question de pédagogie. Et on se demande ce qui cloche justement dans l'éducation nationale, c'est que les professeurs n'ont pas le temps d'avoir une pédagogie adaptée pour chaque enfant. Ouais. Ils doivent plutôt les formater parce que le temps presse. Tout le monde a 6 ans, tout le monde a 6 ans. Voilà. Alors que même dans l'éducation nationale actuelle, c'est par classe, c'est par tranche en fait. Mais en pratique, c'est par âge. Et donc, il y a des enfants qui s'ennuient, qui n'en peuvent plus. Et puis aussi, le fait que tout le monde soit assis toute la journée. L'enfant peut se lever, il peut avoir une autre assise, il peut avoir envie de se coucher, de lire. C'était vraiment quelque chose qui tient compte de l'enfant et pas de l'enseignement, en fait. L'enseignement, bien sûr, est important, mais l'enfant, c'est lui qui nous intéresse. C'est la pédagogie le plus important avec l'enfant. Qui est au centre de... Voilà, et il y a des écoles qui ont déjà fait leurs preuves, puisqu'on fait beaucoup plébiscite, par exemple, les écoles Montessori, qui utilisent ce genre de pédagogie, où on fait plus bouger les enfants, on les fait plus toucher. On s'intéresse à eux. Donc, oui, tout à fait. Donc, ça a déjà fait ses preuves. Ce sont des pédagogies qui ont déjà fait leurs preuves. Et puis, les neurosciences évoluent à grande vitesse. Donc, en fait, il s'agit aussi de s'intéresser à ce qui se fait actuellement, comprendre le développement du cerveau de l'enfant, l'adapter à nos enfants, et puis fonctionner, quoi, aller de l'avant. Pas rester figé. Non, il ne faut pas rester figé, il faut avancer. Même si la préfecture n'est pas d'accord, est-ce que vous abandonnerez le projet d'école panafricaine ou bien vous retenterez de 1001 façons jusqu'à ce que ça se fasse? La deuxième proposition nous est chère. On va retenter de 1001 façons parce que c'est quelque chose c'est un projet qui est important pour nos enfants. C'est pas comme si on s'est pas levé un matin, on s'est dit tiens, mais si je faisais une école panafricaine. Non. C'est un projet qui a été mûri de longue date, donc c'est un projet qu'on veut mener à bien et sur lequel on va insister. Si le tribunal nous dit non, il y a d'autres mesures. Un nouveau projet. Il y a plusieurs voies. Nouveau recours, nouveau projet. Peut-être s'adapter à la situation actuelle. Et puis de toute manière, on va proposer aux parents une offre qui leur convienne pour que les enfants puissent apprendre à s'aimer, apprendre leur histoire, apprendre leur culture et progresser naturellement. Alors, si ce n'est pas sur le biais de l'école tout de suite, ça peut être sur le biais d'ateliers. Il y a 1001 manières de permettre aux parents d'être en phase avec ce qu'eux, ils désirent réellement. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, on va se battre jusqu'au bout. Jeudi, c'est la première étape. On espère que le tribunal dira le droit, qui nous dira est-ce que oui ou non en Guadeloupe, une école panafricaine peut voir le jour, et pas seulement en Guadeloupe. Est-ce que oui ou non, dans
les territoires où il y a des personnes, des enfants d'ascendance africaine, est-ce qu'on peut leur proposer un enseignement qui est adapté à eux, qui leur convient, qui leur permet d'évoluer normalement? C'est la question à laquelle ils devront répondre jeudi. Très grande question. Petite question avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y aura des cours sur le code noir? Est-ce qu'enfin, nos enfants auront accès un peu à ces ouvrages assez jeunes pour comprendre un peu comment le monde fonctionne? Puisque on est toujours un peu régi si on jette un petit coup d'œil. Oui, les enfants auront accès à tout ce qui leur permettra de mieux comprendre comment ça fonctionne et comment fonctionne actuellement. Parce que le but, c'est de leur permettre de comprendre l'environnement dans lequel ils sont et d'avancer normalement. Le but, c'est pas de créer des enfants aigris, ni excités, ni... Au contraire, c'est de créer des enfants apaisés. Apaisés parce que, en fait, ils comprendront comment ça se passe, ils comprendront comment on évolue, comment on en est arrivé là, et après, ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Mais il faut comprendre que c'est pas pour les énerver, avoir une maîtrise de son histoire, au contraire, ça calme. Et c'est le mensonge, finalement, et le fait d'avoir occulté une partie de leur histoire qui crée des incompréhensions, en fait. Des incompréhensions et puis des décrochages. Alors que, en fait, quand on apprend naturellement l'histoire, toute l'histoire, pas qu'une seule partie, pas qu'une vision étriquée, quand on apprend naturellement toute l'histoire, vous voyez le problème, il n'y a pas de problème. L'histoire, c'est l'histoire. Hein. Exact. Et on s'appuie sur l'histoire et on avance. Mais elle a été beaucoup instrumentalisée. C'est réduite, ça le problème. Beaucoup réduite. Voilà, donc c'est pas normal. Parce que beaucoup d'entre nous ont rejeté le système scolaire à cause du mensonge. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à se rendre compte qu'on nous a menti, là, je pense que ça devient compliqué. Surtout pour un enfant, il n'a plus confiance. Il se dit, on m'a raconté ça, après, c'est bon. Tandis que si il se rend compte, voilà, c'est l'histoire, voilà, on progresse. Et puis, il sait un petit peu ce que son passé, ce qui s'est passé, ou comment on en est arrivé là. Les tenants et les aboutissants, c'est super important. Qui a fait quoi? Exactement. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas y en avoir, en tout cas. Non. En tout cas, le rendez-vous est donné, donc l'audience se passera le 12 janvier prochain. À quelle heure? 9h. 9h au tribunal de Basse-Terre. 54 chemin des Bougainvilliers, à Guillard, à Basse-Terre. Et on va suivre cette affaire et voir effectivement si vous obtenez gain de cause ou s'il faudra effectivement un nouveau projet qui devrait voir le jour dans les mois qui viennent. Pourquoi pas? Qui est déjà en loin. Sait-on jamais. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de force et de courage dans ce combat que vous menez depuis plusieurs années maintenant. Et on espère sincèrement, effectivement, que les autorités accepteront d'entendre des choses qu'ils ne comprennent pas, vu que visiblement, ils pêchent un petit peu à ce niveau-là. De comprendre ce qu'ils vont entendre. Oui, ou d'avoir une oreille en tout cas attentive. Puisque c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont décisionnaires ici ne comprennent pas cette réalité-là. Et ne pourront jamais comprendre finalement cette réalité-là. Il suffit de s'intéresser au territoire où on doit exercer. C'est la moindre des choses. On arrive dans un territoire, on s'intéresse comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'histoire de ce territoire, et après ça devient tout à fait naturel. Oui, mais ça a un peu ses limites. Pour moi, ça a un peu ses limites comme l'empathie, en fait. On peut avoir un caractère très empathique et effectivement ressentir une partie de la douleur de quelqu'un, mais ce sera jamais l'intégralité, en fait. Donc même sur la compréhension, je pense que il y a un ressenti en fait qu'on ne peut avoir que lorsqu'on est descendant d'eux finalement, pour avoir une certaine compréhension. Et là, je pense qu'on... Non, mais en fait, je pense que déjà, si on s'intéresse à l'histoire d'un pays, oui. Après, il y a des choses qui sont naturelles. Bien sûr, qui sont évidentes même. Pourquoi ne pas enseigner l'histoire de ce pays aux gens qui y habitent? C'est un truc parce que justement, je pense qu'il y a une limite justement qu'ils ne peuvent pas franchir dans la compréhension et qui est bloquante. Alors c'est soit de l'incompréhension, soit de la mauvaise foi. Moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est vraiment soit de l'incompréhension parce qu'ils ne peuvent pas, ou soit c'est de la mauvaise foi, ils ne veulent pas entendre. Mais clairement, il y a, comme on nous explique, les conséquences de l'esclavage sont épigénétiques maintenant. C'est inscrit effectivement dans notre code, c'est inscrit un peu dans notre mode de vie, dans la façon dont on nous voit en tant que noirs. Ça transpire beaucoup dans cette société un peu très raciste. Et j'ai l'impression que pour avoir une vraie compréhension de cela, il faut le vivre. Parce que même nous, moi par exemple en tant que jeune, je n'ai compris finalement
que j'étais noir et que certains me voyaient comme un être inférieur, que lorsque j'ai quitté la Guadeloupe et que j'ai été en Hexagone et que j'ai été confronté à une certaine réalité. Et là, j'ai pu prendre effectivement conscience, voilà, la mesure du problème. Mais certains, en fait, qui vont entendre, par exemple, mon ancêtre était un esclavagiste, bon, il a réduit des personnes en esclavage, il ne va pas se poser, on va s'arrêter à l'abolition et puis c'est terminé. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à voir plus loin que l'abolition en se disant, bon, vous avez été libéré, on peut tirer un trait sur cette histoire-là. On ne devrait pas... passer et puis on avance. Tout simplement. C'est ce que... Grosso modo, c'est ce qui ressort du discours. On nous sort ça au lieu de nous dire, bon, ça s'est pas très très bien passé, hein, mais au moins on rétablit l'histoire telle qu'elle a été, on vous raconte effectivement tout ce qui s'est passé et on vous laisse le choix de votre émancipation, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on le constate encore une fois avec l'école panafricaine, puisqu'ils ne comprennent même pas la nécessité, finalement, de devoir ouvrir ce genre d'école. Alors qu'on ne demandera pas à un juif pourquoi il voit la nécessité d'ouvrir une école juive. Ça leur paraît évident de transmettre leur culture et leur savoir au fil des générations. Mais nous, par contre, ça pose un problème. Là, c'est du séparatisme. Le fait de parler de l'histoire des Noirs de façon valorisante, ça devient un problème. Moi, j'avoue que j'ai du mal. Moi, je le dis ouvertement. J'ai beaucoup de mal avec ce concept-là parce que c'est nous empêcher d'aller vers une émancipation qu'on devrait favoriser. Puisque l'État français sait qu'en tant qu'ex-colonie, il a un devoir de conduire ces anciennes colonies vers l'émancipation. Ce qui n'est pas du tout le cas. On reprend l'exemple de cette école panafricaine. Ça reste mon avis. Vous me direz, chers téléspectateurs, lequel est le vôtre. Je jetterai un coup d'œil attentif aux commentaires. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Josée Tyrolien-Pharaon, d'être venue sur ce plateau. Et nous allons suivre encore l'évolution de votre école panafricaine, qui deviendra l'école panafricaine de Guadeloupe. Ou bien il y aura un autre nom, hein. Dans tous les cas. Dans tous les cas, elle ouvrira. On est d'accord là-dessus. Merci. Okay, c'est moi. Encore. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, chers téléspectateurs, on arrive au terme de ce focus. On se retrouve demain. On parlera notamment de vos colis postaux, hein, qu'on vous taxe et qu'on vous retaxe 2 fois. Hein, et c'est pas très... c'est légal, hein, mais bon, ce n'est pas très juste. Donc on en parlera et on essaiera de décrypter un peu tout ça. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.